Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexandre, de Benoît et de Cédric du studio Ikari 7 et nous allons parler d'un jeu de plateforme puzzle qui s'appelle Inokoni. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, on va présenter un tout petit peu, avant même de vous présenter, on va parler d'Inokoni. Donc il est sorti début décembre, donc sur mobile. Il est disponible aujourd'hui sur les plateformes Android, iOS et également là depuis peu sur les Amazon, donc via leur plateforme Kindle. Et donc c'est un jeu de plateforme puzzle où on dirige une petite fille donc qui à un moment donné se perd dans la forêt, elle suit un papillon, elle arrive dans une espèce de tour gigantesque et dans cette tour, chaque niveau est un puzzle et donc avec le concept du miroir. C'est-à-dire qu'on a la possibilité avec un bouton d'inverser complètement le niveau. Mais si on est devant le miroir, le niveau s'inverse mais nous on ne bouge pas. Donc on peut du coup trimballer des objets et soi-même se déplacer de façon différente. L'idée étant bien entendu de trouver la porte de sortie et de s'évader et de progresser ainsi jusqu'à la fin de la tour. Alors déjà, est-ce que, bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le pitch du jeu, est-ce que je me suis pas planté, j'ai rien oublié, c'est ça? Parfait. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous un petit peu? Vas-y, Alex. Alors, Alexandre, du coup, moi je m'occupe plus du design en fait du jeu. J'ai aussi travaillé la musique parce que on fait ça à 4 et on n'a pas eu spécialement de moyens pour externaliser certaines parties de la production du jeu. Excuse-moi, je vais juste enlever ça parce que voilà. Pardon. Et donc voilà. Ok. Donc, ça, c'est... Moi c'est Benoît, donc moi aussi je me suis occupé du design du jeu, donc j'ai rejoint ce projet-là un tout petit peu plus tard, justement quand on a décidé de mettre Inokoni sur mobile. Donc voilà, et donc comme disait Alexandre, comme on est une petite équipe, on fait plein d'autres choses. Donc il y a le design, mais il y a aussi voilà, plein d'autres petites choses. Voilà, c'est ça, exactement. Et Cédric, et je suis développeur. J'ai participé en petite partie sur le jeu pour la partie principalement back-office pour tout ce qui est ranking. Et malheureusement, Thomas qui n'est pas avec nous, qui est caché, un grand timide, qui lui a fait l'essentiel du jeu en développement. Ok. Donc du coup, le studio Ikari 7, première question, Ikari 7. Pourquoi? Ça vient d'où Alors Ikari 7, donc du coup on a un petit peu réfléchi, il y a eu des gros débats en fait sur le, comme en général sur tous les noms de studios quand on doit créer un studio. Ultra important mais ultra difficile à se décider aussi. Et donc voilà, donc on a essayé de développer un petit concept derrière une petite histoire qui n'est pas encore finalisée d'ailleurs, mais qui est un petit univers autour de ce studio-là. D'accord. Et en fait on est parti sur la notion de lumière. Ouais. Donc là, il y a énormément de trucs à dire là, derrière, on n'a pas encore tout posé, mais donc ça tourne autour de la lumière. Et du coup, lumière, on a essayé, on ne va forcément pas utiliser le mot français, on a essayé de traduire donc light, ça nous paraissait un petit peu trop courant. Et au final, on s'est dit pourquoi pas faire une petite référence au japonais, parce que génération jeux vidéo, voilà, années 80, Nintendo, voilà. Donc on est là, on voulait faire une petite référence à ça, et on a traduit ça en japonais. Et donc on a vu que ça s'appelait Ikari, on a dit ça sonne plutôt bien. Ouais, c'était assez évident. Voilà. Et derrière, pour essayer de se différencier de la plupart des restos de sushi, on s'est dit on va peut-être rajouter quelque chose. Et du coup on s'est dit le chiffre 7, ça sonnait bien en anglais. Ouais. C'est vraiment une question de sonorité. Sonorité, voilà. Donc derrière on a mis Ikari 7, donc en prononçant Ikari 7. Ok. Et ça nous a paru plutôt cool. Très bien. Et Ikari 7, du coup, existe depuis combien de temps? Vous êtes tous les quatre, enfin tous les trois, plus Thomas qui est caché là-bas, vous êtes tous les quatre fondateurs de la boîte. Et vous l'avez fondée il y a combien de temps environ? En novembre. Ouais. Ok. Donc vous l'avez fondée spécialement pour le projet Inokoni. C'est le démarrage. Ouais, c'est le démarrage. Donc c'est votre premier jeu au sein d'Ikari 7. Voilà. Mais par contre, vous avez une expérience dans la création d'advert game, tout particulièrement. Ça fait combien de temps que vous en faites justement des jeux publicitaires? Donc ça fait une dizaine d'années qu'on dit plus pour certains, mais en tout cas dans le milieu d'agence, je pense que ça fait une dizaine d'années en fait qu'on travaille. Donc forcément, moi et Benoît, donc on s'occupe plus de la partie graphique. Donc on gère un studio de création dans une agence publicité. Et au fur et à mesure, de par notre pension, on a essayé d'injecter du jeu forcément dès qu'on en avait l'occasion, très tôt. C'était pas encore entre guillemets la mode de l'advert game. Très tôt, on a voulu amener du jeu parce que sur les sites
c'était important de fidéliser les gens par autre chose que de l'information de base. Et c'était le jeu, c'est quelque chose qui était, voilà, qui nous paraissait. C'était léger au début. On faisait des petites interactions, machin, mais on essayait de tourner ça autour du jeu, quoi. Vraiment, c'était. Voilà, donc Vous avez choisi une voie ludique tout de suite. Voilà, ouais, de toute façon, je pense que c'était en nous, quoi, de toute façon. Voilà. Et c'est quoi justement votre culture un petit peu par rapport aux jeux vidéo? Vous avez commencé avec quelle machine? C'est un peu une question que je pose à chaque fois, mais ça permet de resituer très bien les personnes. Alors moi, première machine que j'ai pu toucher, c'était, j'ai eu la chance, en fait, mon père m'avait ramené des machines à l'époque et c'était un Oric Atmos. Ok, d'accord. Donc j'étais très très jeune, donc d'ailleurs j'avais pas de jeu spécialement sur Oric Atmos, je m'amusais plus à retaper des lignes de code pour voir ce que ça donnait à l'écran. D'accord. Et après, on va dire, première machine, c'était un MSX. Donc voilà. C'est vrai? Oui. Excellent, c'était ma première machine aussi. T'avais quel MSX? J'avais le Olympus. Olympus, moi j'avais le Canon V20. Voilà. Donc voilà, c'est le Sony, d'accord. Non, Canon, pardon. C'est Canon, le Canon V20. Même, oui. Ok. Moi, Sony, on Exactement. avait fait aussi des MSX. Ok, Avec c'est le plutôt rare. MSX. D'ailleurs, on avait un jeu commun qui était Monkey Academy. Ok. Qui était un petit jeu de singe où il fallait résoudre une équation en fait en haut de l'écran et il y avait un petit peu une partie platforming dedans justement. Ça nous a beaucoup marqué gamin. Voilà. Et toi? Et moi, c'était PC essentiellement au début. Ouais. Mon père m'a ramené très tôt un PC portable 4 couleurs, donc voilà, je me suis tout de suite mis dessus. Et puis après, niveau console, mes parents étaient un peu frileux, donc c'était un peu. J'ai eu la NES. Bon, ça va, c'était quand même assez tôt, quoi. Oui. Voilà. Et puis voilà, mais j'avais pas beaucoup de consoles au début et je me suis rattrapé depuis parce que voilà, je les collectionne maintenant, donc dès que je peux, je les achète, je les récupère. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du début du développement d'Inokoni? C'est du puzzle platform. Pourquoi avoir choisi ce genre spécifiquement? Et quelle était la première idée? Est-ce que l'idée du miroir était déjà au cœur du concept ou c'est venu un peu plus tard? Ça s'est passé comment? Alors l'origine vraiment c'est ça. J'avais noté un petit schéma avec juste cette mécanique là qui était le principe du miroir. Donc derrière il y avait forcément des influences parce qu'à cette époque-là il y avait quand même du Bread, du Limbo qui tournait un petit peu, donc je pense qu'inconsciemment j'étais un petit peu influencé. Et voilà, donc j'avais juste griffonné ce concept-là et j'en ai parlé donc à Thomas qui tout de suite a été motivé pour développer derrière. Et au fur et à mesure, on a construit. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas réfléchi le concept global, donc le mélange de genres, en fait, il n'avait pas été décidé. On s'était jamais dit, on fait de la plateforme et du puzzle mélangé. Voilà, c'était l'idée du puzzle qui était ressortie, qui nous paraissait un petit peu assez original en fait pour en faire un jeu. Et derrière, au fur et à mesure, on a commencé à construire l'aspect plateforme qui était moins complexe à gérer, parce que influence, voilà. Par exemple, je suis un fan de Megaman, donc déjà en termes d'idées de plateforme, c'est quand même ultra riche. Donc voilà, donc ça s'est construit au fur et à mesure. Voilà. Donc au début, c'était vraiment uniquement un puzzle game. Donc il se jouait comment exactement? C'était tactile? Alors c'était en fait le plateforme est venu très rapidement, mais on a d'abord réfléchi aux énigmes avant de se dire est-ce que finalement, parce qu'on aurait pu le faire, on a évoqué l'idée le faire vraiment tactile, 100%. On avait évoqué l'idée bien plus tard parce que ça s'adapte beaucoup plus à des tablettes ou des smartphones. Mais au final, il y a quand même pas mal de trucs super intéressants à faire en plateforme. Donc là, tout de suite, on pense plateforme, écran tactile, boutons virtuels. Les boutons virtuels, c'est jamais complètement ça, etc. Et là, j'ai vraiment été séduit. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Donc du coup, il y a juste 2 boutons sur le côté pour aller à gauche et à droite, un autre pour sauter, et évidemment le bouton miroir qui permet d'inverser le niveau. Et donc le bouton saut est également géré de manière un petit peu physique, c'est-à-dire plus on appuie, plus on saute haut. Et la mécanique est très agréable. C'est vraiment très réactif, ça joue très bien. De temps en temps, ça m'arrive évidemment. Moi, je joue sur iPhone là en ce moment, et donc du coup de rater un bouton, du coup tu appuies sur le miroir plutôt que d'appuyer sur le saut. Mais au final, ça c'est juste, on s'y fait très très rapidement. Mais c'est surtout au niveau de la réactivité des contrôles, c'est bien. Et c'est rare. On a eu pas mal de compliments de ce point de vue-là dans les commentaires. Pas mal de retravail aussi. Oui. Parlez-nous un peu de tout ça. C'était difficile d'obtenir tout de suite ce gameplay agréable? En fait, oui, il y a eu l'intégration, en fait, justement, le saut progressif. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas au début. Donc forcément, nous, on avait la facilité parce qu'on a passé des heures dessus, donc forcément les niveaux et même la difficulté sur l'aspect plateforme, on arrivait à la passer très, très rapidement et très simplement. Effectivement, quand on a commencé à le faire tester à d'autres personnes, elles avaient trouvé l'énigme, et par contre elles étaient incapables de finir le niveau. Et donc du coup on a été obligé vraiment de fine-tuner la partie contrôle.
du personnage. D'où peut-être le côté, plus on appuie, plus on saute haut. Au début, c'était peut-être bloqué. Qui, de toute façon, c'est indispensable, même pour nous, je pense, dans les derniers niveaux, où je pense que si on l'avait pas intégré, on aurait été même nous, on aurait eu vraiment beaucoup de mal à finir certains niveaux. Alors, en tout, il y a 60 niveaux, c'est ça, répartis dans 6 mondes différents. Donc, j'avais noté quelques points, je vais sortir mes notes, moi, j'hésite pas. Et il y a plein de choses. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est la difficulté évolutive du jeu. Donc au début, on n'a pas grand-chose. Ensuite, il y a des ennemis qui apparaissent. Après, on a des clés ou des leviers qui permettent d'ouvrir des portes. Ensuite, on a des papillons à collecter. Donc là, c'est vraiment pas facile puisqu'ils apparaissent dans le niveau et on a très très peu de temps pour aller les récupérer, sachant que la collecte de papillons permet de débloquer des niveaux plus tard dans le jeu. Ensuite, on a il y a évidemment un système de caisses qu'on peut pousser et de temps en temps, on commence avec les caisses à bout de bras comme ça. Ensuite, on a des ennemis à exploiter, c'est-à-dire que le miroir, c'est pas uniquement pour le joueur, ça peut être aussi pour un ennemi. Donc si on a un garde qui fait sa petite ronde, donc s'il passe devant le miroir et qu'on switch à ce moment-là, il se retrouve genre dans une autre position et du coup peut nous aider. Donc en activant un levier par exemple, ou en poussant lui-même une caisse si c'est pas une caisse trop lourde, ce genre de choses. On a également plusieurs miroirs, donc on n'en a pas toujours qu'un seul. Ensuite, on a des timings sur les interrupteurs. Donc la première fois, je me suis fait avoir. C'est-à-dire, t'actives l'interrupteur comme d'habitude, ensuite tu rentres dans ta pièce et t'es coincé. Ouais, parce que c'est fermé. Bon, okay. Et ensuite, il y a des plateformes mouvantes, donc il y a plein de choses qui se rajoutent et c'est pas évident. C'est pas évident au début, mais c'est tellement fun à jouer et les énigmes sont tellement originales que du coup on s'y prête vraiment et puis le challenge est un point positif à partir du moment où le gameplay suit. Donc l'évolutivité, ça a été le point sur lequel on a travaillé énormément. Ouais. Et donc du coup vous avez fait comment? C'était uniquement tous les 4 ou alors c'était genre toute la famille vient et puis ensuite vous faites des bêta-tests avec des amis, avec la famille, avec les proches? C'était d'abord tous les 4, principalement. On a d'abord jeté toutes nos idées dans les niveaux. On a tous fait des niveaux chacun de notre côté. On se les est présentés entre nous. Réunion, test global, très difficile de ne pas réussir à faire le niveau de son pote. C'est ça. De se dire bloqué, machin. Et puis voilà, après une grosse sélection. Grosse organisation, et on avait tout imprimé, tous les niveaux imprimés. On les avait tous posés au sol et on se disait celui-là on le reteste, voilà, ça nous a pris beaucoup de temps et de se décider. Pour designer un niveau, du coup, c'était vous crayonnez sur une feuille de papier ou c'était directement vous faites le niveau avec le moteur? Ça dépend. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand j'avais commencé à faire le jeu avec Thomas, on avait mis de côté le level design en se disant, c'est bon, on pourra en faire 3000 de niveaux, il n'y a pas de souci. Ça nous paraît super simple, on va se concentrer sur l'aspect plateforme, ce qui est le plus génial quand on fait un jeu, c'est vraiment le côté action. Et quand on s'est dit, maintenant, il va falloir faire les niveaux parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Et là, on a eu peur. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement complexe de faire des niveaux intéressants. Parce qu'en fait, créer des énigmes complexes, finalement, vu le nombre d'éléments de gameplay qu'on avait, c'était assez facile. Mais de faire des énigmes intéressantes, là c'était compliqué. Donc on a fait énormément de niveaux, je pense qu'on a dû faire pratiquement le double. Et voilà, on a été obligé d'en dégager certains, parce qu'il y en a de toute façon qui étaient infaisables. Voilà. Donc c'est vrai quand on le reprenait, on n'arrivait pas nous-mêmes à le refaire à notre niveau. Donc à un moment, c'était compliqué. Et Thomas nous avait fait un truc génial, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment positionner tous nos éléments dans un éditeur Flash, et ce qui nous permet tout de suite de les tester et de vérifier, de tweaker le positionnement des éléments. Et de le tester immédiatement. Ce qui faisait que quand on présentait les éléments entre nous, on avait déjà un jeu fonctionnel, enfin des niveaux fonctionnels, on pouvait vraiment tester et voir si l'énigme était sympa. D'accord. Alors petite question, c'est donc avec le personnage on peut pousser des caisses. Donc sachant qu'à partir du moment où on pousse une caisse contre un mur et qu'en fait au final on voulait la pousser de l'autre côté, on peut pas, on est obligé de resetter le niveau. Vous avez pensé à un moment donné à mettre une mécanique où on peut attraper une caisse et la tirer? Et si vous ne l'avez pas mis, pourquoi vous ne l'avez pas mis? C'était pour rendre le jeu plus difficile ou c'était une décision qu'il y a quoi? Pas du tout. C'était pas pour le rendre plus difficile, c'était très simple, c'est qu'il fallait trouver justement une mécanique, comme on peut trouver dans Limbo, parce qu'il y a certaines étapes de Limbo qui sont assez proches, où on doit déplacer des blocs et tout ça, sauf que ça nous faisait rajouter un bouton. De prise de bloc et de tirer. Et là, déjà en ergonomie, on était, comme tu le disais au début, c'était pas. C'est la position, la position gamepad sur une tablette, c'est pas évident. Du coup, on a voulu simplifier, sachant que on a un bouton reset dans l'interface et que les énigmes ne sont pas extrêmement longues, donc on peut se permettre de refaire le niveau. Mais voilà, c'était une question qu'on s'est posée maintes et maintes fois avant de se dire on a préféré simplifier l'interface. Et se dire que les gens vont le refaire très rapidement
derrière, quoi. Et j'aime bien aussi, bon, c'est un puzzle game. Donc puzzle game, il y a toujours une certaine malice des développeurs derrière. Ça, c'est un truc que tu sens assez facilement. Et moi, j'aime bien le concept des papillons. Donc je rappelle, le papillon apparaît à l'écran et ensuite il disparaît très rapidement. Donc il faut aller très 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 vite pour le choper. Donc très souvent, en fait, tu finis un niveau. Donc tu es à l'autre bout du niveau et le papillon, il apparaît là-haut. Donc ça, j'aime bien. C'était difficile justement. Vous avez eu cette idée des papillons, un peu comment? Parce que du coup, évidemment, pour le jeu, il y a toute une dimension scoring avec des classements en ligne. Donc on peut comparer ses scores avec ses amis via différents réseaux sociaux, etc. Je crois qu'il n'y a que Facebook en fait, ou il y en a d'autres. Il n'y a que Facebook. Ouais. Justement, on prévoit mise à jour Game Center. D'accord. Voilà. Okay. Mais oui, bah, en fait, la mécanique, mine de rien, des papillons, qui n'étaient pas des papillons, qui étaient des diamants au début. Ouais. Non, pardon, des pièces de miroir. Des pièces de miroir. Des pièces de miroir. Constituer un miroir, le miroir pour sortir. Le sprite est un diamant, mais c'était des pièces de miroir. C'est arrivé assez tard, et c'était justement pour donner un deuxième intérêt. Ouais. Donc parce que forcément, c'est une vraie rejouabilité. Si tu finis le jeu la première fois, tu dis ah d'accord les bâtards, tu continues. Ensuite tu te dis genre, je reviendrai. Voilà. Ouais. Et après il y avait quand même une mécanique, enfin cette mécanique est quand même indispensable pour débloquer les mondes 3, 4, 5, ouais. Où on est obligé d'avoir un minimum de papillons pour rentrer dans ces salles-là. Donc voilà, donc du coup ça donnait un deuxième intérêt, que ce soit en termes de scoring qu'en termes d'évolution dans le jeu, quoi. Voilà. Okay. Donc c'était visuellement, ouais, carrément. Visuellement, le jeu est vraiment très très joli. Il y a des petits effets de lumière, c'est très soigné. Vous avez choisi aussi un style. Alors, très souvent pour les jeux indés, on a un style qui est pixel art. Là, vous êtes parti sur autre chose. Et comment vous êtes répartis les tâches du coup au niveau des graphismes? Là, c'était pareil, chacun dessinait un élément, puis ensuite vous faisiez des grosses réunions. Genre, on garde ça, on garde ci, ou quelqu'un était vraiment spécialisé. Non, sur Alex avait entamé le travail de toute façon puisqu'il avait. Il y avait une première version d'Inokoni qui ressemblait pas vraiment à celle-là, enfin qui ressemblait à celle-là dans l'ambiance, mais qui visuellement n'était pas celle-là. Et l'habitude de travailler ensemble fait que s'il commence quelque chose, je peux le finir. Donc c'est un vrai avantage. Donc il m'a mis, moi en tout cas, sur la fin, il m'a mis sur des rails, par exemple sur tous les éléments de décoration, les petites bibliothèques, les différents éléments. Il m'a mis sur des rails parce qu'il avait posé ce style et moi j'ai enchaîné derrière à produire tous les éléments ensemble, à faire des points. Voilà, c'est un coup il en faisait un, j'en faisais un. C'est un vrai ping-pong là-dessus, par l'habitude de travail qu'on a eu ensemble depuis toujours, quoi. C'est vrai que c'était. Est-ce que de base, le jeu était prévu pour les écrans Retina ou vous avez fait une sorte d'upgrade? Alors non, parce qu'en fait le jeu, on l'a commencé il y a 2 ans et demi maintenant à peu près. Et donc on l'a laissé de côté parce que c'était un projet en dehors du taf. Donc quand on avait le temps, c'était vraiment pour s'éclater un petit peu. Et du coup, on l'avait commencé à l'époque où il n'y avait pas de Retina. Okay. donc on avait tout fait. À l'époque, c'était un jeu iPad, donc prévu uniquement sur iPad. Donc c'était 2024 par 768, donc résolution 4 tiers, assez faible. Et effectivement, on avait développé pratiquement 80%. J'avais fait 80% du graphisme. Alors beaucoup moins détaillé, déjà pas en définition Retina, mais beaucoup moins détaillé. Et quand on a décidé vraiment de transformer Inokoni en un jeu, il a fallu tout refaire. Et donc là, ça faisait un peu peur parce qu'on s'est quand même pas mal posé la question de se dire est-ce qu'on refait tout? Et au final, on a tout refait et on a même fait plus parce qu'après, on a développé les univers par monde avec de la déco. Et travailler en Retina, c'est plaisant de voir ça sur un iPad Retina. Coup, la résolution Retina, c'est quoi exactement? C'est 2048 par 1500, je sais pas combien, mais bon, c'est gros. C'est gros, ça rentre pas sur un écran en fait. Donc c'est difficile à travailler parce qu'on n'a pas le rendu. C'est toute la difficulté de travailler sur des écrans Retina, c'est qu'on n'a pas le rendu à l'échelle sur un écran PC. Donc, le défaut, c'est de rentrer parfois dans trop de détails parce qu'on est dans une grande image sur Photoshop par exemple, et puis quand on le met sur l'iPad, on se dit ah mais c'était bien sur l'écran, mais je ne vois pas le détail là. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc beaucoup de travail, beaucoup de tests en permanence connectés avec son iPhone ou son iPad pour dire ok c'est bien, c'est beau. Voilà, c'est très sympa à faire, mais. Donc, du coup, le jeu aujourd'hui est disponible pour moins d'€1 sur iOS. Il est gratuit sur Android, mais avec de la pub. Et ensuite sur Kindle, c'est. Il est payant, il est à 1,99. 1,99. Et donc évidemment, la question, c'est est-ce que vous envisagez de sortir le jeu sur d'autres plateformes? Donc je sais pas, ça pourrait être la PS Vita, ça pourrait être la 3DS, ça pourrait être aussi des consoles de salon, ça pourrait être plein de choses. Donc, ou est-ce que vous préférez plutôt vous projeter en disant ok, on va penser au prochain jeu, ou alors vous continuez à penser à Inokoni et vous dire bon, on va le sortir sur d'autres plateformes, mais lesquelles?
Comment ça se passe à votre niveau? On se pose beaucoup de questions là-dessus parce qu'il y a toujours l'envie d'aller sur un nouveau jeu, d'essayer de commencer quelque chose de nouveau, mais en même temps, on réagit un petit peu aussi aux réactions qu'on voit. Voilà, là, on a eu une demande autour de GameStick, la petite console avec clé. C'est quoi, c'est une clé HDMI, c'est ça, dongle HDMI, voilà. Donc là, d'un seul coup, on s'ouvre au monde des manettes. Donc ça, c'est très intéressant. Donc oui, on a envie. Là, maintenant que le jeu est lancé, si tu nous avais posé la question juste quand on venait de le terminer, on a envie de passer à autre chose parce que voilà, il y a beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement, donc on a envie de voir autre chose. Mais finalement, on se dit c'est le moment ou jamais de continuer à le développer, tout en pensant à de nouvelles idées, parce que je pense qu'on a envie aussi de démarrer sur autre chose. Mais c'est vrai que ce jeu, voilà, en plus on a eu, forcément quand on termine, on n'a pas encore les retours des gens, donc on ne sait pas, on a le retour de nos proches qui nous disent c'est sympa, il est beau votre jeu, mais bon, des fois certains ne connaissent pas trop le milieu, donc on se dit, nous dit ça pour faire plaisir. Puis finalement là on a eu des vrais bons retours et les gens ont beaucoup apprécié. Donc ça nous donne envie, ça nous motive pour se dire voilà, on va continuer à essayer de le sortir et de l'ouvrir au plus de monde possible, quoi. Vraiment, Est-ce que vous prévoyez des petits updates avec des niveaux supplémentaires ou des choses comme ça, ou c'est pas pour l'instant d'actualité, vous préférez le sortir sur d'autres plateformes déjà? Niveau supplémentaire, on y a pensé. Déjà, on en a des niveaux supplémentaires de côté, mais ça serait plus pour du coup des hardcore là, à ce moment-là. Mais voilà, c'est les Lost Level. Maintenant, il y a une mise à jour déjà qui est prévue autour du Game Center, donc vraiment pour le classement, parce qu'aujourd'hui il n'y a qu'un classement Facebook. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes autour du Game Center et via aussi du classement Google. Donc ça sera prévu. Aussi des langues, parce qu'on a sorti le jeu en plusieurs langues, donc on va essayer de faire le chinois, le russe, normalement pour la prochaine version. Qui adore le jeu. Qui adore le jeu. Les Chinois, oui, c'est ça. Et donc voilà, donc je pense qu'on va commencer par une mise à jour. On va aussi travailler sur la version donc petite console Android comme Ouya. On avait parlé de Ouya, voilà, la GameStick. Pour revoir tous les contrôles à la manette, les menus qui sont là, tactiles, et qu'il faut repenser pour ça. Donc ça, oui, on va le faire. On va capitaliser là-dessus. Maintenant, de là, faire un 2, on sait pas, on en a beaucoup parlé, mais pourquoi pas. D'accord. Un jour. Ok, c'est cool. Une nouvelle fois, vraiment, si vous ne connaissez pas du tout Inokoni, alors on vous conseille d'aller jeter un œil, quelle que soit la plateforme que vous avez, pour le télécharger, parce que c'est juste excellent. J'ai été très séduit, j'en fais beaucoup des jeux sur mobile, et il y a certains types que tu fais vite le tour, et tu t'arrêtes, ça t'amuse 2 secondes, etc. Et si tu laisses tomber. Et là, celui-là, j'avais vraiment envie de continuer, je n'ai pas encore complètement fini, je compte le finir. Donc j'espère que c'est pas trop dur, vous n'avez pas fait trop les malins, genre pour les derniers niveaux. Mais félicitations, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Et on se revoit tous très bientôt pour un prochain Extra Life.